Déjà 40 heures que je suis parti de Paris pour Sumbawa. Il est 22 heures, nous quittons Padang Bay, à l'est de Bali pour la côte ouest de l'île de Lombok. Sur le ferry, la nuit va être longue et chacun essaye de trouver le sommeil comme il peut. « 5 heures du matin, notre ferry arrive à Lombok. Avec ma moto, il va falloir maintenant traverser Lombok d'ouest en est pour attraper le ferry pour Sumbawa. Mais avant tout cela, vite un petit déjeuner, riz et poisson. « 14h30, côte est de Lombok. Embarquement sur le ferry qui nous amène vers la côte ouest de Sumbawa. « 18h30, enfin la côte ouest de Sumbawa. Nous arrivons pour le coucher de soleil, mais il faudra encore 3 heures de route pour rejoindre la ferme. Cela fera 3 jours non-stop depuis le départ de Paris.
Sumbawa, île de l'archipel indonésien, fait partie des îles de la Sonde. Elle est située à 1800 km de Jakarta, la capitale, et 1200 km des côtes australiennes. À 8 degrés au sud de l'équateur, Sumbawa est une île volcanique de 2 volcans. Un de ces 2 volcans est en activité permanente. Elle est bordée au sud par l'océan Indien et au nord par la mer de Java. De climat équatorial, l'île offre une luxuriante végétation. Sa population vit principalement de la culture du riz et de la pêche. Sa gabi nagpupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalon ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha, at ang tanong C'est dans le sud de cette île, calme et paisible, qu'a été implanté le village pour l'élevage de la nacre et la culture de la perle. C'est de ce coin de paradis que vous proviennent les perles de Sumbawa, appelées dans la mythologie les larmes de Vénus.
Nous voici donc sur la plage de l'exploitation de nacre perlière à Sumbawa. L'exploitation s'étend sur une surface de 200 hectares où se trouvent 2 villages. Cela représente 120 familles, soit environ 500 personnes. Le village principal est situé en bordure de la plage. Le lagon est entièrement ceinturé par une barrière de corail. Dans le lagon, les substances organiques sont purement marines, c'est-à-dire plancton, sel de coraux et algues. À l'ouest, le village secondaire est situé en bordure d'une lagune qui accueille les eaux descendues du volcan qui se jettent dans la mer. À cet endroit, la salinité de l'eau est moindre et les substances organiques y sont d'origine marine et terrestre. L'exploitation dispose également d'une 50aine de pirogues qui servent principalement à déplacer les radeaux immergés et aux allées et venues des employés pour se rendre sur les lieux d'élevage. Les nacres destinées à la production de perles claires, à savoir blanches, rosées, fuchsia ou dorées, ces nacres après la greffe sont hébergées dans des paniers en pleine mer, à forte salinité et riches en coraux. Ces paniers sont suspendus soit à des bouées, soit à des radeaux de bois ou de bambou. Quant aux nacres destinées à la production de perles de couleur, elles se trouvent près de la lagune. Elles sont maintenues dans des radeaux immergés ou suspendues à des pirogues adaptées. Cela permet de les déplacer en fonction des différents éléments naturels tels que la salinité et la température de l'eau, tout comme la teneur en éléments minéraux. Tous ces éléments, combinés à la nature même de la nacre mère, permettront d'obtenir des perles naturelles de couleurs différentes. Pour les nacres en phase de croissance, elles quitteront la pouponnière vers l'âge de 6 mois pour être placées dans des paniers. Elles sont protégées des prédateurs par des filets à petites mailles jusqu'à l'âge de 2 ans, âge où elles seront adultes. Les maisons flottantes sont en fait des ateliers permettant de stocker le matériel, de se mettre à l'abri, et c'est le lieu de travail pour l'entretien des nacres. Les nacres doivent être nettoyées régulièrement tous les 30 à 45 jours pour être débarrassés des parasites qui viennent s'agripper, ainsi que pour les débarrasser des algues qui pourraient les étouffer.
Il faut savoir que les nacres Pinctada maxima filtrent environ 6000 litres d'eau par jour. Teva nous explique qu'afin que les nacres ne prennent pas froid et ne soient pas stressés lors de leur toilettage, on les met dans un bac alimenté en eau de mer directement pompé de leur milieu naturel, ce qui en plus crée un courant dont elles ont besoin comme en mer. La nacre garde alors la sensation d'être dans la situation originale et ne stresse pas. Toutes les perles sont-elles naturelles? Ça, c'est une bonne question. On va dire qu'on va appeler une perle naturelle une perle qui a été sécrétée par un mollusque. C'est-à-dire que qui dit perle dit nacre. Et il n'y a que les mollusques qui peuvent sécréter de la nacre. On verra tout à l'heure comment c'est sécrété. Alors, les mollusques qui peuvent sécréter la nacre, il y a principalement deux types. Il y a en eau salée, en mer, et là on peut dire qu'il y a environ 75 nacres, types de nacres différentes, parce qu'à ce sujet-là, on ne dit pas une huître perlière. Normalement, on devrait dire une nacre perlière. C'est de la même famille, mais ce sont des nacres. Donc, en ce qui concerne les types de nacres d'eau de mer qui peuvent sécréter de la nacre, on peut estimer à peu près 75 mollusques, 75 types différents. En ce qui nous concerne, nous sur Sumbawa, nous avons principalement celle-ci, la Pinctada maxima. Il y en a d'autres. Malheureusement, je ne vous donnerai pas le nom pour des raisons de concurrence et de choses comme ça. Donc, au niveau eau de mer, on va dire 75 types différents. Et en réalité, dans le monde, pour des perles commerciales, on en utilise une dizaine seulement, pour différentes raisons. Et ensuite, vous avez des nacres qui vivent en eau douce et qui se rapprochent beaucoup plus de la moule, ou ce qu'on appelle dans le sud, en Méditerranée, le couteau, qui est assez allongé. Alors, ça sécrète de la nacre. On en fait d'ailleurs des perles, il y a de la culture de perles avec ces moules. C'est ce qu'on appelle les perles d'eau douce, à qui on donne une mauvaise réputation, mais en fait, il n'y a aucune raison. Ce sont des perles en nacre comme les autres, et ça, ce sont on va dire, des raisons commerciales qui ont poussé les gens à les décrier. Mais par contre, elles sont très intéressantes, il y a énormément de couleurs, et elles sont très très jolies. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les perles naturelles. Malheureusement, oui, là, vous avez des imitations. Vous avez des imitations. Vous avez mis un collier de perles qui... Voilà, par exemple un collier comme ça, qui est très beau et qui ressemble à un collier naturel, et en perles de Majorque. Il se trouve que dans les années 70, il y a un Allemand qui a trouvé un procédé technique qui permettait, à partir de billes de verre trempées dans un bain de nacre, de reconstituer des perles, que voici, qui sont d'extérieur très belles. Et ces perles ont été vendues sous le nom de perles de Majorque.
Or, il se trouve qu'il n'y a jamais eu de nacre perlière Oui. à Majorque. Ce phénomène a créé un problème en Europe parce que certains bijoutiers, en toute bonne foi, ont cru que c'était des perles naturelles et les ont vendues comme telles à leurs clientes. Et lorsqu'ils ont appris que ces perles, en fait, étaient fabriquées industriellement, il leur était très difficile ensuite de leur avouer ça et de les former ou de les éduquer en ce qui concerne les perles naturelles. Donc ces perles de Majorque ont mis à part le côté, je dirais, perles industrielles, ont créé un phénomène qui a empêché le développement et la connaissance réellement de la perle. Il se trouve que maintenant on est un peu revenu à la perle grâce à la perle de Tahiti qui a été énormément diffusée et donc les gens ont une meilleure éducation sur ce qui concerne la perle. Mais il faut savoir qu'une perle comme ceci, donc perle de Majorque, vous en faites 10 000 à la minute. Et il faut savoir qu'une perle comme ça, naturelle, il lui faut 3 ans pour arriver à cette taille. Voilà la différence. Voilà toute la différence. Alors, une chose qui peut être intéressante, Oui. c'est pour les gens qui hésitent et qui ne savent pas si leur perle est naturelle ou pas, il y a une chose très simple. Vous prenez un briquet et vous brûlez. Vous brûlez la perle. Il ne se passera absolument rien. Sinon que vous risquez de vous brûler. Parce que la nacre, qui est en fait de l'aragonite, oui c'est du calcium pur, absorbe la chaleur. Par contre, si vous faites ça sur un collier ou sur une perle de Majorque, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, je vous laisse libre au choix. Voilà. Donc, si on résume, combien de catégories de perles existent-il? Donc, si on fait un résumé, en catégorie de perles, on va avoir les perles naturelles. Alors, les perles naturelles, donc, qui comprennent les perles de culture et les perles fines. D'ailleurs, en ce qui concerne les perles fines, on appelait perles fines les perles qui étaient trouvées directement dans les nacres qui étaient ramassées. Alors, on nous a fait croire très longtemps qu'elles étaient magnifiques, bien rondes, mais en fait, souvent, elles avaient la forme de cailloux, d'une très très grande beauté, mais d'une forme complètement de n'importe quelle forme finalement. Hein. Et bon, maintenant, c'est quand même très très rare d'en trouver. Donc, perles naturelles. Ensuite, vous avez les perles d'imitation, comme les perles de Majorque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au Japon, il y a aussi une fabrication de perles, on va dire, synthétiques, qui sont à base de nacre, de la même façon que la perle de Majorque. Et ces perles sont les misoka. Et c'est ce qu'on trouve à l'heure actuelle dans les grandes surfaces, notamment en Europe, où on vous dit perles importées du Japon. C'est vrai qu'elles sont importées du Japon, mais malheureusement, ce ne sont pas des akoya, c'est-à-dire des perles japonaises. Ce sont des perles qui ont été fabriquées de façon industrielle au Japon. Voilà. Et autrement, vous avez tout ce qui est perles de fantaisie, tout ça, mais enfin, c'est pas tellement l'objet de notre discussion. Donc, les perles de culture sont donc naturelles. Mais alors, où se situe l'intervention de l'homme? Ah, où se situe l'intervention de l'homme? Ça, c'est une bonne question. En fait, comment ça se passe? Une perle est un incident de la nature. C'est-à-dire que vous avez la nacre perlière qui est ici, qui va absorber un corps étranger. Alors comme corps étranger, ça peut être un grain de sable, ça peut être une arête de poisson, ça peut être un ver marin qui vient s'infiltrer. Et l'huître, pour être plus exact, la nacre, dans ces cas-là, va essayer de se débarrasser de ce corps étranger.
Donc dans un premier temps, elle va, pour ainsi dire, saliver. Et si elle n'arrive pas à s'en débarrasser, pour ne pas être attaquée par ce corps étranger, son système de défense, c'est d'entourer cet objet étranger de nacre. Voilà comment on obtient une perle. Alors, l'intervention de l'homme dans le cadre de la perle, je dirais de la perle d'élevage, c'est de reproduire l'incident de parcours qu'il y a eu. Mais autrement, c'est entièrement la nature qui fait son travail et tout se passe de façon tout à fait naturelle. Voilà. Ah, ok. Qui est à l'origine de l'idée que l'on pouvait cultiver des perles? Ah, alors, il y a 2 Japonais qui, dans les années 1890 à peu près, ont travaillé sur ce sujet et ils ont essayé de reproduire ça, mais d'une façon qui n'était pas très... Ils n'avaient pas de très bons résultats. Et il se trouve qu'au début du siècle dernier, en 1905 très exactement, il y a un Japonais du nom de Mikimoto qui a compris exactement le phénomène de la création de la nacre et de ce phénomène de rejet. C'est-à-dire que le rejet, bon, on le savait depuis les années 1850-1890, mais par contre, la création de la nacre elle-même, on l'ignorait encore. Et c'est ce monsieur Mikimoto, qui a réussi à percer le secret. Alors, ce secret, c'est quoi? Je vais vous montrer sur une photo. Là, ici, donc vous avez une nacre. Ici, avec ce qu'on appelle tout autour le manteau qui est de l'épithélium. L'épithélium, c'est de la peau, carrément. Et ici, au milieu, vous avez la gonade. La gonade, en anglais, c'est la chambre nuptiale. Et dans la gonade, en fait, est sécrétée aussi bien... C'est une glande sexuelle. Et ça fait glande sexuelle et en même temps, ça fait estomac. Et donc, dans cette gonade, lorsqu'il y a un corps étranger qui entre dans la nacre, la gonade va sécréter un liquide, qui est un liquide sexuel. Ce liquide va aller sur l'épithélium de ce côté, mais la nacre va être formée en traversant l'épithélium. C'est-à-dire que l'épithélium, c'est de la peau. Et donc, c'est au moment où ce liquide va traverser l'épithélium que la nacre va se former. Voilà comment ça se passe exactement. Et c'est ce procédé que ce japonais, donc M. Mikimoto, a trouvé en 1905. Il s'est aperçu donc que la nacre n'était pas ici dans la gonade, mais que la nacre était due à ce liquide qui va traverser l'épithélium, ici, hein, le manteau. Ce qui fait que la nacre est sécrétée à la sortie de l'épithélium. C'est absolument fabuleux, la nature, quand même. Voilà. Oui. Comment se passe une greffe et pouvez-vous nous en expliquer la technique? Alors, en ce qui concerne la greffe, il faut se rappeler ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que donc la gonade qui est ici, quand il va y avoir un corps étranger à l'intérieur de la nacre, la gonade, elle va sécréter, elle va s'affoler en fait, elle va stresser et elle va sécréter donc un liquide sexuel. Ce liquide va donc se répandre et passer à travers l'épithélium. Et l'épithélium donc va générer de la nacre hein, à travers les pores. Hein. Je vous rappelle que l'épithélium, c'est de la peau, hein, carrément, comme nous. Hein. Donc finalement, c'est un peu comme si la perle allait, comme si la nacre, pardon, allait, l'épithélium allait transpirer de la nacre. C'est un peu ça le système. Bon, alors vous me demandez maintenant comment se passe une greffe. Il y a deux possibilités pour faire sécréter une nacre.
la première possibilité va être ici, si sous le manteau, on met un noyau ou un corps étranger. Qu'est-ce qui va se passer? La gonade va sécréter du liquide qui va passer à travers l'épithélium et qui va donc enrouler ce corps étranger. Donc, le corps étranger, en fait, va se retrouver entre la coquille et le manteau. Et hop, automatiquement, donc, il va rouler et ça va faire une perle. Mais, donc, la forme de cette perle va être, on va dire, ovale, puisqu'elle va rouler à l'intérieur. Donc, la forme ne sera pas très, très ronde. Hein. Donc, et c'est là où Mikimoto, donc le japonais qui a trouvé le système, a eu cette idée. Il a eu l'idée de prendre un morceau du manteau, c'est-à-dire de l'épithélium, de le mettre à l'intérieur de la gonade avec un nucléus, c'est-à-dire un petit noyau. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur de la gonade, on a le liquide sexuel plus le manteau, l'épithélium, donc on va avoir nacre automatiquement. C'est ça qui a été le coup de génie. Je vous explique avec un schéma, vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup mieux. Si ici, par exemple, on va dire, nous avons la gonade qui est ici. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre un petit bout donc d'épithélium, c'est-à-dire d'une autre nacre. Hein. Alors, là, on fait rentrer ce petit bout ici. C'est ce qu'on appelle le greffon. Voilà, on le met ici. Et ensuite, on introduit à l'intérieur le nucléus. Le nucléus, donc, qui est le corps étranger, qui est le noyau. Je vous ai dit tout à l'heure que cet épithélium, c'était de la peau. Et c'est de la peau qui se régénère, comme nous, l'humain, on a de la peau qui se régénère. Donc, cet épithélium va entourer, va se régénérer et va entourer entièrement le nucléus. Qui est petit, qui fait quelle dimension? Alors, le nucléus varie selon la grosseur de l'huître, mais on va dire pour une perle qui va donner 10 mm, le nucléus sera de l'ordre de 7 mm à peu près. Et il y aura 3 mm de nacre. Hein. Donc, l'épithélium a entièrement entouré le nucléus. C'est ce qu'on appelle le sac perlier. Le sac perlier, c'est ça. Et ce n'est pas la gonade comme beaucoup de gens le disent. Hein. Alors, c'est le phénomène que je vous expliquais tout à l'heure. Ici, il y a sécrétion donc, du liquide sexuel. Ici, on a l'épithélium. Ça va traverser ici. Et donc là, on va avoir de la nacre. Tout au long. Et étant donné que cet épithélium, c'est de la peau, il va se détendre au fur et à mesure. Et donc, la nacre va se former entre l'épithélium et le nucléus. Voilà. C'est-à-dire que pour avoir de la nacre, il faut liquide sexuel plus épithélium. Et la nacre va se développer au contact de l'épithélium. Voilà, ça c'est ça que M. Mikimoto donc, avait inventé comme système. Alors, il est sûr que ici, tout ça, ça baigne dans un liquide. Donc, si votre nucléus, votre noyau au milieu est bien rond, il est sûr que vous aurez beaucoup de chance pour avoir une perle ronde. Mais ce n'est pas parce qu'elle est ronde, finalement, qu'elle aura plus de valeur que celle qui aurait été faite sous le manteau. Le phénomène est exactement le même. Et je dirais même que, à la limite, la perle est beaucoup moins stressée, la nacre est beaucoup moins stressée lorsque la perle grossit entre la coquille et le manteau,
plutôt qu'à l'intérieur de la gonade, qui est quand même l'estomac de la nacre. Autre chose, il existe ce qu'on appelle le mabé. Le mabé, donc, qui est une demi-perle. Alors, on a vu que c'était un corps étranger. On met ce corps étranger, mais on le colle sur la coquille. On le colle ici, carrément. À partir de là, il ne peut plus tourner. Donc la nacre va se mettre dessus et ça va bomber. Alors en général, ça se fait uniquement pour des huîtres qui vont mourir bientôt, hein, puisqu'elles sont en fin de vie. Donc ici, ça sera bombé et on sera obligé de découper la coquille donc, pour avoir ce mabé. Voilà la technique de la grève. Mais je vous invite à regarder le film là, il y a un petit documentaire, vous allez voir. Allons-y. Lors de la greffe d'une nacre, l'ouverture ne doit pas être supérieure à 1,5 cm afin de ne pas abîmer le muscle. On a donc sacrifié une nacre pour vous en montrer la technique. La nacre est donc entrouverte d'1,5 cm. Une incision est faite pour agrandir le trou de la gonade. Ensuite, un greffon, c'est-à-dire de l'épithélium, est introduit au fond de la gonade, bien au fond. Et ensuite, ce sera le nucléus, c'est-à-dire le noyau, sur lequel la nacre va se former. Voilà, la nacre est refermée maintenant. Comment expliquer toutes ces couleurs et comment les obtenez-vous? Alors, les couleurs. Les couleurs vont dépendre tout d'abord de l'huître mère. C'est-à-dire, selon la nacre mère, on va avoir, on va dire génétiquement, une couleur. Mais ensuite, on s'est aperçu, et mon ami Kim à Sumbawa, justement, travaille là-dessus, c'est un passionné de recherche. On s'est aperçu qu'il y avait une incidence en ce qui concerne la température de l'eau, la salinité de l'eau, le milieu ambiant. C'est-à-dire que il faut savoir qu'une huître, une nacre comme celle-ci, qui est une Pinctada maxima, qui celle-là doit avoir à peu près 9 ans. Elle va filtrer par jour 6000 litres d'eau. C'est énorme. 6 mètres cubes par jour. Donc elle va absorber 6 mètres cubes et en rejeter 6 mètres cubes. Et elle va filtrer les éléments qu'il y a dans cette eau. Dans cette eau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du plancton, il y a des sels minéraux, il y a des algues, il y a un peu de tout. Donc, on s'est aperçu que selon le milieu dans lequel elles étaient et les températures, on allait obtenir des couleurs différentes. Ce qui fait que selon la nacre que l'on travaille, on va essayer de les mettre pour obtenir différentes couleurs dans des milieux complètement différents. Par exemple, on sait que des coraux qui vont, par exemple, contenir de l'azurite, si on met les nacres à côté de ces coraux, les perles vont avoir une couleur bleue. Parce que c'est de la couleur naturelle. D'autre part, par exemple, les perles crème ont de l'oxyde de magnésium qu'on ne trouve pas du tout dans les perles blanches. Donc, on essaye, c'est pour ça que l'on a des radeaux, et ces radeaux, on peut les faire bouger en fonction de la salinité de l'eau, de la température et du milieu ambiant. C'est pour ça que sur la concession, il y a un endroit, on va dire, en pleine mer, où là on est sûr d'avoir des perles blanches, et on a un endroit
pas très loin de la mangrove, puisqu'on a une rivière qui vient se jeter, où la salinité diminue, et où on a des alluvions, et où on a des algues dedans. Et tout ça va donner des couleurs différentes. Mais, par contre, à chaque fois, on souhaite obtenir une couleur, mais c'est quand même la nature qui va choisir. L'intérêt, je vais vous montrer je vais faire un petit dessin. L'intérêt de la concession que l'on a est le suivant. Ici, vous avez la côte, et ici, vous avez la rivière d'eau douce qui vient se jeter ici. Voilà. Donc ici, vous avez de la mangrove. Et là, vous avez la barrière de corail. L'intérêt, c'est quoi? C'est que ici, par exemple, au bord de l'eau, vous avez une température de, on va dire, 27 degrés. Ici, vous allez avoir une température en surface de l'ordre de 20 degrés. Mais en descendant, la température va diminuer. Ce qui fait qu'ici, dans ce sens-là, Oui. on a une échelle de chaleur. Et ici, on va dire que c'est du corail de pleine mer, et ici, c'est du corail, donc avec de l'alluvion et des algues qui sont amenées de la rivière. Donc ici, on va avoir, en plus de ça, ici, c'est de l'eau très salée, et ici, de l'eau moins salée, puisqu'elle est mélangée avec l'eau douce. Donc ici, on va aussi avoir une échelle de salinité. Donc, échelle de température, échelle de salinité, et en plus de ça, donc, on a une autre échelle, ici les alluvions, et ici beaucoup de plancton, par exemple, près de la barrière de corail, il y a énormément de plancton, alors qu'ici, on a plus des choses qui arrivent de la colline, des alluvions, des sels minéraux, et des choses comme ça. C'est pour ça que notre ferme, on va dire ferme pilote, est quand même très intéressante de ce côté-là. Ça nous permet d'avoir toute une échelle de température, de salinité et de composition de l'eau. Voilà. D'où les différentes variétés. C'est pour ça qu'on arrive à avoir différentes variétés, mais il faut savoir que c'est quand même de la recherche permanente. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand même que la nature va, elle, décider du résultat final, et souvent, 2 radeaux distants d'une centaine de mètres vont donner des couleurs voisines, mais pas spécialement les mêmes. Même 2 huîtres, 2 nacres qui vont rester pendant 2 ans à 2 mètres d'intervalle, il y en a une qui va avoir telle tendance et l'autre telle tendance. Mais c'est ça qui donne toute la valeur aux perles, c'est que la perle elle est unique dans ces cas-là. Quelle est la durée de vie de l'huître perlière? On peut considérer que la Pinctada maxima a une durée de vie de l'ordre de 14 ans, entre 13 et 15 ans à peu près. Par contre, il y a des bivalves, des nacres, donc bivalves, qui peuvent vivre jusqu'à une trentaine d'années. En ce qui concerne les bivalves d'eau douce, là il faut compter à peu près 8 ans. Voilà. Et les bébés huîtres, où les trouve-t-on? Les bébés huîtres, ça c'est tout un problème pour les gens qui ont des fermes de nacres perlières. Avant, et même encore maintenant, il y a, on va dire, du ramassage dans les eaux profondes où on ramasse donc des petites nacres. Il faut savoir que ce que vous appelez un bébé huître, ça s'appelle un essaim. C'est-à-dire qu'une nacre ou une huître devient adulte à l'âge de 2 ans environ. C'est-à-dire donc de 0 à 2 ans, on va appeler ça un essaim. Il se trouve que nous, à Sumbawa, nous avons créé une nurserie, une pouponnière. Alors, je vais vous expliquer déjà le phénomène de la nacre, de l'huître. La nacre ou l'huître, donc, ont une particularité, c'est que ce sont des mollusques qui sont bisexuels. C'est-à-dire qu'à une période de leur vie, et on ne sait pas réellement pourquoi, le mâle va devenir femelle. Et pendant une période très courte, une période qui peut être simplement de 6 mois, peut-être de 8 mois, peut-être d'1 an, mais on ne sait pas exactement pourquoi.
C'est-à-dire qu'au départ, tous les bivales, toutes les nacres sont mâles. Ce qui est assez étonnant. Alors, comment on reconnaît qu'une nacre est femelle? C'est quand on l'entrouvre et qu'on voit que la gonade a une couleur or. Quand la gonade est jaune or, ça veut dire que la nacre est femelle à ce moment-là. Alors, à l'âge de 2 ans ou 3 ans, lorsqu'on va faire la première greffe, automatiquement, bien sûr, on ouvre. Alors, on l'ouvre très peu, 1,5 cm en général, pour la greffer. Et à ce moment-là, le greffeur, s'il s'aperçoit que la gonade est de couleur or, il ne va pas la greffer. Il va la garder, et c'est la femelle. Donc, on va la mettre à déstresser, va la mettre tranquillement pendant, on va dire, 3 semaines, tranquille, dans de l'eau bien salée, de l'eau pure. Et après ces 3 semaines, on lui fait une insémination artificielle. C'est-à-dire que donc on n'a aucun problème pour avoir du spermatozoïde, puisqu'il y a énormément de mâles. Il faut considérer que les femelles, il y en a à peu près, on va dire, 1 sur 500, 1 sur 800, pas plus. Donc, on va lui faire une insémination artificielle. On la laisse reposer encore, et au bout de 4 semaines, à peu près, on produit un choc thermique. Alors, je vous explique. Il se trouve que les mollusques vont se libérer des larves s'il y a un choc thermique. C'est un peu comme les hippocampes, pareil aussi, ou comme pas mal on peut dire la plupart des mollusques. Donc, au bout de 4 semaines de fécondation, l'huître qui était, on va dire, à une température de 19-20 degrés, dans de l'eau à 19-20 degrés, on va la ramener dans des bassins spéciaux que l'on a, où on a établi un courant, et on va diminuer la température brutalement de 2 degrés. À ce moment-là, vous avez toutes les larves qui se libèrent. Et qui se libèrent, mais pas milliers. Il faut savoir qu'une huître, une nacre, va donner aux alentours de 100 000 nacres. 100 000 larves vont être libérées comme ça, d'un coup. Alors, il y a beaucoup de pertes. Il y a à peu près 60% de pertes. Mais malgré tout, il va en rester une bonne quantité. Donc, il y a de la perte parce que dans le milieu naturel, il y a des prédateurs, tout ça. Et puis dans les bassins aussi, malheureusement, c'est comme ça, la nature veut ça, il y a à peu près 50%, 60% de pertes. Donc, une fois que ces larves ont été libérées, on va dire que ce sont des petits naissins, mais sous forme de larves. On maintient donc le courant dans ces bacs, puisqu'on a une pompe aspirante d'eau de mer, et une refoulante donc, avec un léger courant. Et ces larves vont se développer. On les laisse se développer comme ça en liberté, on va dire, dans le bassin, pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, on va suspendre des cordes dans le bassin et on va accélérer le courant. Et par réflexe, pour ne pas partir dans tous les sens, ces petits naissins vont s'accrocher, vont s'agripper aux cordes. Et là, on va les laisser grossir encore pendant à peu près 4 mois, accrochés aux cordes, et au bout de 4 mois, on n'a plus qu'à sortir les cordes et à les mettre dans des paniers, et on les laisse grossir. Voilà. Et alors, il faut savoir qu'au bout de 6-8 mois, notamment la Pinctada maxima va faire à peu près 6 cm. Et au bout de 2 ans, 10-12 cm, et là, elle deviendra adulte, et à ce moment-là, elle pourra être greffée pour produire de la nacre. C'est à peu près la façon dont on fonctionne. Et actuellement, pour vous donner une idée, l'année dernière, avec 18 donc, femelles que l'on a eues, on a réussi à avoir 800 000 naissins.
À l'heure actuelle, on a à peu près 800 000 naissins. Et d'ailleurs, une de nos activités à Sumbawa est de vendre les naissins à une ferme perlière qui est en Australie. Les Australiens nous achètent donc les petits naissins de façon à les greffer et à avoir leur production. C'est la production notamment de M. Paspalé, qui est un des plus gros producteurs de perles blanches au monde. Voilà comment ça se passe. C'est tout mignon, c'est magnifique. Selon vous, quels sont les plus grands experts en perles? Les plus grands experts en perles, malheureusement, ne sont pas européens. Disons que c'est un marché qui est vraiment méconnu en Europe et qui mérite d'être beaucoup plus connu. On peut dire que en ce qui concerne la perle du Japon, la Koya, qui est très connue, hein, qui ressemble un peu à ceci, donc qui est de la perle de 6, 7 mm, 8 mm, blanche et un peu dorée. Le plus grand expert, c'est le descendant de M. Mikimoto, qui est toujours vivant d'ailleurs, son descendant tout au moins. Et son jeune fils est en train de reprendre l'affaire et on peut dire que ce sont les plus grands experts en ce qui concerne la perle, la Koya. Maintenant, en ce qui concerne la perle blanche, de très gros diamètre et de très belle qualité, incontestablement, le plus grand expert, c'est M. Nick Paspalé, qui est en Australie, du côté de Darwin, à environ 1200 km de chez nous. Lui a, on peut dire, les plus belles perles blanches du monde et les plus grosses. Il a notamment des colliers qui ont été vendus, dont un à Frank Sinatra à plus de 2 millions de dollars pour 23 perles montées en collier. Et c'est un monsieur qui a une entreprise fantastique et qui fait beaucoup de recherches aussi, un monsieur très passionnant et qui mérite d'être connu. Autrement, en ce qui concerne les perles noires, alors ce qu'on appelle perles de Tahiti, mais comme je vous le disais, qui sont produites aussi en quantité au Fidji, et dont malheureusement le marché est en train d'être saturé. Il y avait dans les années 1960, 68, un docteur, le docteur Domar, qui avait fait de la recherche à Tahiti notamment sur ces perles, qui a été le précurseur et qui était vraiment un expert technique. Maintenant, les vrais experts, alors si on appelle expert celui qui fait de la recherche et celui qui s'y intéresse vraiment, techniquement, on peut considérer que c'est M. Wan pour les perles noires. Et au Fidji, il y a M. Morrison aussi, qui est un très bon expert de la perle noire. Et sans lui donner le nom d'expert, mais mon ami et partenaire Kim, donc, qui lui est d'origine chinoise de Hong Kong, et donc à Sumbawa avec moi, on peut dire est un très bon connaisseur des perles de couleur et consacre toute son énergie et son temps à la recherche de couleurs. Voilà. Quand tu veux. Quelles sont les particularités des perles des îles de la Sonde, notamment celles de Sumbawa où vous êtes? Alors les particularités, ce sont les couleurs. Les couleurs où nous mettons l'accent justement sur la recherche de tout ce qui est couleur, de façon à ce que les créateurs, notamment donc les bijoutiers, aient toute une palette de couleurs à mettre à disposition de leur clientèle pour créer soit des bagues, soit des colliers ou autres bijoux. On peut dire qu'on a à peu près à l'heure actuelle, donc comme je vous le disais, une gamme d'une quinzaine, vingtaine de couleurs, et en permanence nous faisons de la recherche dessus, et à l'heure actuelle on a notamment des perles de très grande valeur, des perles qui ont une qualité qu'on peut trouver nulle part dans le monde, puisqu'on est, disons, à la pointe de la recherche. Ce qui ne veut pas dire qu'on a les plus belles perles du monde,
Mais par contre, en diversité, on est une des productions justement qui a le plus de diversité. Voilà. Tant en forme qu'en couleur, ça. Quoi. En forme, On en voit couleur, il y a de la ronde, il y a de la poire, il y a de la goutte d'eau, il y a absolument tout. Mais pour nous, en permanence, c'est de la recherche parce qu'on s'est fixé environ 60% de notre production à l'exportation vers le Japon et une partie de la production, on va dire 20% à peu près pour la recherche et les autres 20% malheureusement ce sont des pertes parce que c'est la nature qui choisit et souvent on n'a pas le résultat escompté, donc tout ça est à détruire. Voilà. Et chaque perle, on peut le redire, est unique. Chaque perle est unique. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful